Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, nouveau sommet crucial de la CEDEAO ce jeudi sur la situation au Niger. Après l'échec de l'ultimatum aux militaires, l'organisation ouest-africaine réaffirme privilégier la voie diplomatique pour restaurer l'ordre constitutionnel tout en maintenant sa menace d'un recours à la force. Un taux 2 fois plus élevé chez les jeunes, l'Afrique face au fléau du chômage. 60% de la jeunesse africaine est touchée. Reportage à suivre sur la situation en Côte d'Ivoire et les réponses du gouvernement. Une opération d'échange dette nature. Le Gabon s'est lancé dans ce processus qui vise à réduire la dette extérieure du pays contre son engagement à dépenser une fraction de la réduction autorisée pour protéger l'environnement. La négociation avec le régime militaire au Niger doit être le socle de notre approche, a déclaré le président du Nigeria, Bola Tinubu, à l'ouverture du sommet de la CEDEAO sur la crise au Niger. C'est un nouveau sommet qui s'est tenu ce jeudi à Abuja, au Nigeria, rencontre des dirigeants des États d'Afrique de l'Ouest opposés au coup d'État au Niger où les militaires ont pris le pouvoir depuis maintenant 15 jours. Ce sommet crucial s'est ouvert 4 jours après l'expiration de l'ultimatum fixé aux putschistes menacés d'une intervention militaire si la junte ne rétablit pas le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Rien n'a encore marché jusqu'ici. Face à des militaires inflexibles, toutes les tentatives de négociation ont échoué. C'est dans ce contexte que s'est donc tenu ce jeudi le sommet de la CEDEAO. Alors, sans renoncer à une éventuelle intervention militaire, l'organisation plaide pour la voie diplomatique. Écoutez le chef de l'État du Nigeria, Bola Tinubu, également président en exercice de la CEDEAO. I recognize the danger facing our dear neighbor, Niger. I hope that through our collective efforts, nous reconnaissons le danger auquel est confronté notre cher voisin le Niger. J'espère que grâce à nos efforts collectifs, nous pourrons parvenir à une résolution pacifique qui servira de feuille de route pour restaurer la stabilité et la démocratie au Niger. Tout n'est pas encore perdu, les résultats de ce sommet témoignent du pouvoir de la collaboration et de l'unité. Nous avons réaffirmé notre engagement envers le peuple nigérien et le progrès de l'ensemble de la communauté de la CEDEAO. We have reaffirmed our commitment to the people of Niger and to the progress of our entire ECOWAS community. La junte nigérienne a pour sa part formé un gouvernement, une nouvelle équipe pour marquer l'assise du régime militaire après le coup d'État du 26 juillet dernier. Ce gouvernement est composé de 21 membres. Il comprend 20 ministres dirigés par le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zein. Parmi les ministres, il y a des militaires du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie qui prennent les ministères régaliens, à l'instar du général Salifou Modi et du général Mohamed Toumba. L'un est à la tête du ministère de la Défense et l'autre à l'Intérieur. En Éthiopie, le gouvernement a annoncé ce mercredi avoir libéré 6 grandes villes de la région Amara dans le nord du pays. Une libération après des jours de combat entre l'armée fédérale et des milices locales. Les milices nationalistes insurgées auraient été repoussées. Pour l'heure, aucun bilan officiel des combats n'a été communiqué, mais des témoignages évoquent de nombreux civils tués et des blessés également. Parmi les hommes libérés, la capitale régionale, Bahir Dar, Lalibela ou encore le Gondar, où un couvre-feu est désormais en vigueur. Alors, suite au regain de violence dans la deuxième plus grande région d'Éthiopie, 9 mois seulement après la fin d'un conflit dans le Tigré voisin, vendredi dernier, le gouvernement avait décrété l'état d'urgence pour 6 mois. Ce conflit est l'une des conséquences de la décision du Premier ministre Abiy Ahmed d'intégrer toutes les forces armées régionales au sein de l'armée fédérale. Le chômage et le sous-emploi, 60% des jeunes Africains sont aujourd'hui touchés de plein fouet par le chômage, une situation alarmante qui concerne aussi bien les diplômés que les non-diplômés. Le chômage des jeunes à l'ombre de la croissance économique, un véritable fléau sur le continent, c'est notamment le cas en Côte d'Ivoire, où les autorités disent être engagées sur la question. Marcel Kouassi à moi.
En Côte d'Ivoire, où plus de 80% de l'économie est informelle, le taux d'emploi des jeunes diplômés est faible. Selon les dernières données de l'Organisation internationale du travail, le taux de chômage en Côte d'Ivoire était de 3,5% en 2021, avec un niveau particulièrement élevé chez les jeunes, 5,7% pour les 15 et 24 ans. Pour pallier le problème, le gouvernement ivoirien mise sur le renforcement et l'accélération du dispositif d'accompagnement des jeunes, à travers de nombreuses actions, notamment à travers le programme Jeunesse du gouvernement, qui devrait permettre de créer 1,5 million d'opportunités d'emploi pour un investissement global de 1118 milliards de francs CFA sur la période 2023-2025. Je voudrais indiquer que le programme Jeunesse du gouvernement est une nouvelle approche dans la prise en charge des besoins de nos jeunes dans leur diversité, en mettant l'accent sur la formation, l'encadrement, l'insertion professionnelle et le développement des compétences. Ce programme est doté d'une enveloppe globale de 1118 milliards de francs CFA pour la période 2023-2025. Face aux chocs mondiaux, notamment l'exil des jeunes vers l'Occident, les traversées tragiques en Méditerranée, la guerre russo-ukrainienne, le renforcement de la sécurité et la participation active de la jeunesse au développement du pays d'Afrique de l'Ouest restent des priorités pour le gouvernement ivoirien. Selon les chiffres officiels, depuis mars 2023, 42 milliards de francs CFA ont été déployés par le gouvernement pour financer des projets de jeunes en milieu rural et 13 milliards de francs CFA décaissés au cours du second trimestre 2023 au profit de 13 000 jeunes intéressés par l'entrepreneuriat. En effet, dans un contexte international marqué par de nombreuses crises et d'importants bouleversements, notamment la guerre en Ukraine qui perdure, les naufrages tragiques en Méditerranée, nous devons demeurer à l'écoute de nos jeunes et des populations les plus vulnérables. Nous devons renforcer leur sécurité, encourager la participation active de la jeunesse à la vie de la nation et leur fournir un cadre de vie favorable à leur épanouissement, car ils seront les élites de demain. Pour l'année 2023, décrétée année de la jeunesse dans le pays d'Afrique de l'Ouest, le programme Jeunesse Gouvernement prévoit d'offrir des opportunités d'emploi à plus de 500 000 jeunes pour un investissement de 361 milliards de francs CFA. Au Zimbabwe, à quelques jours des élections générales prévues le 23 août prochain, le leader du mouvement pour le changement démocratique, Tsvangirai, se retire de la course à la présidentielle. Douglas Monzora a annoncé ce mardi son retrait après le rejet de nombreuses candidatures issues de son parti par la commission électorale qui, concernant les élections législatives, a invalidé plus de 80 candidatures du MDC. Amenedji. Au Zimbabwe, le leader du mouvement pour le changement démocratique, Tsvangirai MDCT, Douglas Monzora, a annoncé mardi 8 août 2023 son retrait de la présidentielle prévu le 23 août 2023. L'opposant évoque des irrégularités dans la gestion du processus électoral, reprochant à la commission électorale d'avoir refusé la candidature de 87 personnes aux législatives. Ceci malgré les différents appels dans les tribunaux zimbabwéens. Le MDC, en tant que parti respectueux des lois, a alors porté cette affaire devant les tribunaux. Bien que les affaires électorales soient urgentes, notre affaire a été tranchée au bout d'un mois et elle a été rejetée. Cela signifie qu'il y a eu une privation massive du droit de vote dans 87 circonscriptions, puisque 87 de nos candidats n'étaient plus sur le bulletin de vote. Il est clair que le MDC a été traité de manière très discriminatoire. Pour cette raison, après consultation du Conseil national du MDC, il a été décidé de boycotter cette élection. Cette élection présidentielle est une farce, c'est une honte, elle est loin d'être libre et injuste.
Le 23 août 2023, les Zimbabwéens seront également appelés à élire les membres du Parlement et les conseils municipaux, des élections auxquelles ne prendra pas part le Mouvement pour le changement démocratique, MDCT. Le parti de l'opposition dénonce une privation massive des droits électoraux et la disqualification massive de personnes par la Commission électorale du Zimbabwe, car même s'il parvenait à accéder à la magistrature suprême, il n'aurait pas le contrôle du Parlement. Le désistement que nous avons appris concernant le candidat Douglas Monzora ne fait que corroborer le climat délétère autour de la présidentielle au Zimbabwe. Il n'y a pas beaucoup de doutes quant à l'issue du scrutin. Beaucoup voient déjà le président sortant Mnangagwa être réélu et je pense que cela n'est pas de bon augure pour l'esprit démocratique dans ce pays. On sait que le Zimbabwe sort d'un coup d'État en 2017 et qu'aujourd'hui il est difficile de pouvoir s'y exprimer, que ce soit pour les citoyens du Zimbabwe, mais également aussi pour l'avènement d'une réelle opposition. Dans le même sillage, le parti de Nelson Chamisa, la coalition de citoyens pour le changement CCC, a dénoncé le 7 août 2023 des anomalies dans l'inscription des électeurs pendant que certains opposants se sont plaints d'avoir été radiés des listes. À cet effet, l'opposition met en doute la volonté du pouvoir d'organiser un scrutin crédible, évoquant une tentative délibérée d'éliminer toute concurrence dans les urnes. La commission électorale a toutefois assuré être en train de corriger toutes les erreurs. Les échanges de dettes contre nature, ce sont ces techniques financières qui visent à réduire la dette d'un État contre son engagement à dépenser une part de cette réduction pour protéger l'environnement. Ce mardi, le Gabon s'est lancé dans ce processus dans le cadre d'un accord dans lequel le pays d'Afrique centrale a pu racheter une partie de sa dette extérieure en échange de son engagement en faveur de l'environnement. Nathalie Moore. Première souscription réussie dans le cadre de l'obligation bleue du Gabon. 15 jours après le lancement du mécanisme échange dette nature, inédit sur le continent, le pays a racheté 436 millions de dollars de son euro-obligation 2025 et 2 euro-obligations de 2031. Le 8 août 2023, le Gabon a levé un montant nominal de 500 millions de dollars de sa dette internationale, ont indiqué des médias locaux. À mon sens, l'État gabonais vient de passer à une étape supérieure. Et pour ce qui est donc des eurobonds qui étaient en cours, qui avaient une maturité qui devait arriver à expiration en 2025 et les 2 autres en 2031, le Gabon, à travers cette opération d'émission d'obligations bleues maintenant, va racheter cela et espérer à hauteur de 436 millions et espérer maintenant récolter près de 450 millions. Dans un contexte de volatilité du marché financier marqué par une flambée des rendements du Trésor, l'État gabonais améliore l'attractivité de son obligation bleue pour susciter l'intérêt des investisseurs. Le pays d'Afrique centrale a réduit à 6,97% ses taux d'intérêt contre une moyenne de 7% sur les titres publics de même nature. Le Gabon fait partie quand même du top 3 des pays qui se sont aventurés dans l'émission de cet instrument financier parce que même le groupe de la Banque mondiale l'a mis sur le terrain il n'y a pas encore très longtemps. La dette classique du Gabon, telle que notée par l'un des Big Three dans le domaine de la notation financière internationale, j'ai pris et j'ai cité Moody's, est moins cotée que l'euro-obligation qui vient d'être émise par le gouvernement gabonais. L'échange dette nature est l'une des techniques d'allègement de la dette des pays en développement. Avec un réseau d'aires marines protégées couvrant 53 000 km², le Gabon sur le marché des obligations bleues s'engage à protéger ses écosystèmes marins en échange d'un apurement de sa dette publique estimée à 10,6 milliards de dollars en 2022, soit 52,6% du PIB. Depuis plusieurs jours maintenant, la ville portuaire et touristique du Cap en Afrique du Sud est paralysée par une grève des taxis collectifs, un mouvement qui a pris une tournure violente. Le bilan des autorités fait état d'au moins 3 morts en marge de cette grève. C'est la semaine dernière que le Conseil national des taxis avait appelé au débrayage pour dénoncer le nouveau règlement qui accorde à la municipalité du Cap le pouvoir de saisir les véhicules pour des infractions. Marie-Raphaël Antolo. Des routes bloquées et des milliers de bus après l'ordre de grève des transporteurs lancé le 3 août 2023
par le Conseil national sud-africain des taxis, c'est le visage que présente la ville portuaire et touristique de Cape Town en Afrique du Sud. Cette grève intervient après l'adoption d'une nouvelle loi donnant aux autorités municipales le pouvoir de saisir les véhicules pour des infractions telles que la conduite sans permis ou sans plaque d'immatriculation. Dans une communication diffusée sur les réseaux sociaux, le 6 août 2023, le Sontaco a annoncé que la grève se poursuivra jusqu'au 9 août 2023 en raison notamment du non-aboutissement des pourparlers entre le Conseil des taxis et le gouvernement du Cap occidental. Les autorités sud-africaines, avec le département des transports, veulent nous obliger à signer un document où nous allons nous contraindre avec des charges qui ne sont pas incluses dans les règlements initiaux de transport. Et c'est en cela que nous ne sommes pas préparés parce que nous sommes libres de signer ou pas un document outre ceux qui sont inscrits dans le droit national des transports. Principal moyen de locomotion de la classe ouvrière, la grève des transporteurs a paralysé la plus grande ville du pays. Des violences sporadiques ont éclaté dans différentes parties de la ville après que la police a commencé à saisir des véhicules. Les manifestants en colère ont incendié des bus et des voitures et ont bombardé la police de pierre. Selon les autorités sud-africaines, ces heurts ont déjà fait 5 victimes. Nous essayons tout simplement de les contraindre à se soumettre à la loi et cela n'implique pas une levée de fonds. Vous savez, nous levons des dizaines de fonds tous les mois et ces factures sont juste ignorées par les transporteurs et ne sont jamais payées. Et c'est vraiment difficile de les amener à faire cela et donc nous devons prendre des mesures fortes et donc nous utilisons cette méthode pour amener les transporteurs à se soumettre à la loi. Le Conseil national sud-africain des taxis a d'ailleurs déclaré que plus de 6 000 véhicules ont été saisis depuis le début de l'année, freinant leurs activités. Pour les autorités sud-africaines, la nouvelle loi sur les transports vise la réglementation de ce secteur en vue d'assurer que tous les acteurs soient en accord avec les normes requises pour ce métier. Par ailleurs, la municipalité du Cap a appelé les taxis en grève à se ressaisir, indiquant que toute grève des taxis comme celle-ci, qui s'étend sur plusieurs jours, serait préjudiciable au tourisme dans le pays ainsi qu'à l'économie nationale. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.